Merci beaucoup. On s'approche du terme de ces 2 journées de rencontre. Moi, j'ai un petit merci à l'équipe, et notamment à l'équipe des élus de la Fédé, qui nous ont donné les clés du camion, à Martin et à moi. C'est vraiment ça pour ces rencontres. C'était un point de départ de la discussion, c'était faire le pari que, même si on était un peu décalé, qu'on pouvait être un peu loin du sujet, qu'on n'était pas toujours complètement au cœur de votre travail, on pouvait vous accompagner pendant 2 jours. Et dans le petit deal qu'on a passé, j'ai dit, alors si on a les clés du camion, on les a jusqu'au bout. Et je remets les clés du camion à Emmanuel Négrier, qui va venir sur la scène. Tu t'installes où tu veux, tu trouves un micro. C'est un compagnon de route pour moi, ça fait presque 30 ans que je travaille avec lui. Et c'est un chercheur en sciences politiques. Et on va terminer sur je ne sais pas si c'est un regard décalé, je ne sais pas ce qu'il va nous raconter, mais c'était dans la commande. On a dit on veut terminer avec quelqu'un qui nous observe. Alors il m'a dit qu'il n'était pas psychanalyste, je suis très déçu, mais il va nous dire ce qu'il est. Mano, tu as la parole pour terminer cette rencontre de famille ou de tribu. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, Monsieur le Président et mes chers amis. Je vais dire amis, je vais dire autre chose tout à l'heure dans un instant. Et je voudrais d'abord citer Martin Vanier, qui vous a appelé mes chers collègues. Et finalement, c'est ma première surprise, c'est qu'en fait, vous, les scotteurs et les scotteuses, vous êtes des chercheurs. Vous êtes des chercheurs, vous avez un objet de recherche, c'est le bien commun territorial. Il peut y arriver des changements, vous êtes ballottés par des élus qui vous portent ou qui ne vous portent plus, qui vous supportent ou qui ne vous supportent plus, des changements qui viennent d'en haut par les réformes territoriales incessantes du non-choix territorial français, mais vous êtes toujours accroché à votre objet de recherche, le bien commun territorial. Vous avez des méthodes, vous avez des instruments que vous questionnez en permanence, vous les prenez pas très au sérieux, et il a été souvent dit ici que en fait le SCOT c'est pas que de la technique, c'est surtout pas que de la technique, c'est aussi tout ce qui se passe autour, vous avez des valeurs, des principes généraux, ça construit un paradigme, le paradigme qui est dans le rapport, densité, compacité, mixité, proximité, mais vous le soumettez à critique en permanence, et vous le soumettez notamment à la critique Faure-Vanier, qui a, dans ce rapport que je trouve, moi, passionnant personnellement, mis l'accent sur les problèmes que représentait un tel travail. Comme les chercheurs, vous souhaitez faire trace, vous travaillez beaucoup, mais vous êtes en même temps en veille permanente sur les changements qui vous affectent. Vous avez des doutes sur votre utilité sociale. À quoi bon, finalement? Est-ce que vraiment est-ce qu'on est au cœur des enjeux, ou est-ce qu'on est à côté? Vous travaillez dans votre laboratoire, vous y êtes souvent un peu seul, j'ai l'impression. C'est les discussions que j'ai eues avec les uns et les autres. Vous trouvez que dans votre laboratoire, votre travail est parfois ingrat, mais en même temps, cette ingratitude est nécessaire, parce que ça vous permet aussi d'élaborer des projets. Et comme tous les chercheurs, vous aimez bien vous retrouver quand même ensemble. Vous êtes aussi des fédéraux, et la fédération est pour vous l'occasion d'échanger, de vous congratuler. Il fait chaud dans la fédération, et donc ça fait du bien. Comme dans tous les milieux de recherche, il y a des petites mains et il y a des figures. Et ces petites mains et ces figures composent l'humanité des Scots. Mes bien chercheurs, mes bien chers frères, reprenons donc les différents éléments que j'ai pu noter. Alors, je ne suis évidemment pas exhaustif du tout, mais je voudrais aborder avec vous la politique autrement, point d'interrogation, le pouvoir, point d'interrogation, la démocratie, point d'interrogation, le changement, point d'interrogation, la différenciation, point d'interrogation. La politique autrement. Alors vous dites, finalement, on fait de la politique autrement. Ça tombe bien parce que la politique actuelle n'a pas toutes les vertus. La politique telle qu'on l'entend, dite politicienne, ne recueille pas l'assentiment général, c'est le moins qu'on puisse dire. Les militants de partis politiques représentent désormais moins de 2% de la population. Même si le parti au gouvernement perd des effectifs, le parti principal d'opposition n'en gagne pas davantage. Donc il y a vraiment là un petit souci.
Donc ce n'est pas très étonnant que vous souhaitiez faire de la politique autrement. Donc vous rejetez cette politique au sens où elle est inutilement violente, inutilement méchante, et vous entreprenez, vous entrevoyez la politique au risque de la gentillesse, de l'empathie, de la vision commune, de la convergence. Mais en même temps, vous n'y croyez pas du tout. Vous n'en croyez pas un mot. Et les mots parlent pour vous. Donc là, je ne suis pas psychanalyste, mais finalement, votre inconscient est structuré comme un langage. En effet, Lacan avait raison. Vous parlez de commando, de porte-avions, de second couteau. Bon, voilà des mots que vous placez pour dire la manière de faire de la politique autrement, en toute gentillesse. Voilà, bon. En fait, vous ne faites pas de la politique autrement. Vous avez une façon de faire de la politique qui est parfaitement renseignée depuis le début de ce qu'on appelle la politique. C'est-à-dire que vous choisissez Aristote contre Platon. Aristote, il a fait 148 constitutions. C'est-à-dire qu'il s'est baladé dans la Grèce, partout. Et partout, il a dit, non, non, attendez, là, il n'y a pas un seul modèle. Il y a un modèle de constitution possible qui tient compte de l'économie, de la population, de la topographie. Et voilà le régime qui convient à cette situation. Contre Platon, qui lui pensait qu'il y avait un modèle idéal et qu'il fallait essayer de le faire rentrer partout. Contre Rousseau, la tyrannie de la petite échelle et de la démocratie directe, vous choisissez Montesquieu. Alors vous choisissez Montesquieu, vous ne choisissez pas tout dans Montesquieu, naturellement. Et il y a une chose que vous n'avez que très très peu renseignée, sauf au détour, dans le 54 Sud, au détour d'une phrase sur l'évocation de l'ancien département de la Meurthe, c'est la culture locale, la culture territoriale, l'identité historique. Mais Montesquieu, lui, il avait des conceptions qui, évidemment, ne peuvent plus être reprises aujourd'hui. Ces peuples du Nord qui sont rigoureux, certes moins intelligents que ceux du Sud, mais plus travailleurs, et comme il fait froid, ben, ils n'ont pas besoin de régime particulièrement autoritaire, donc on peut les laisser aller à ce qui deviendra la social-démocratie scandinave. Tandis que les peuples du Sud, plus intelligents, mais en même temps plus prompts à l'emportement, ont, eux, besoin de régimes politiques beaucoup plus rigides, beaucoup plus autoritaires. Donc on n'en est pas là, mais quand même, il y a cette idée que les caractères des territoires imposent des singularités remarquables. Singularités remarquables que vous avez l'intention de travailler plutôt que de les refouler. C'est-à-dire que contre Freud, vous choisissez John Rawls. J'y reviendrai. Contre Freud et le narcissisme des petites différences, c'est-à-dire plus on est voisin, plus on est proche, plus on cherche à montrer qu'on est complètement différent. Et Alain Faure l'a indiqué déjà une fois en évoquant un Tour de France où il dit finalement j'arrive ici, je pose le problème et on dit non mais attendez monsieur Faure, ici, là-bas ce serait valable, mais ici c'est complètement différent, c'est pas pareil. Et puis il va là-bas et là-bas on lui dit mais attendez ici c'est totalement différent, c'est pas du tout pareil et c'est comme ça qu'on construit un narcissisme des petites différences. Non, vous c'est pas du tout ça. Vous, c'est une recherche sur laquelle je conclurai. Et cette recherche, c'est celle de la différenciation positive. Donc là, je fais Martin Vanier pour m'assurer que vous suivez bien. Donc, le silence. Alors, c'est quoi la politique du SCOT ? L'alternative ici, c'est biscotte ou biscotto. Dans le in comme dans le off, c'est-à-dire les discussions que j'ai eues avec vous, finalement, ce qui l'emporte, c'est effectivement la question du rapport à la politique comme un rapport à la fois important et qui est le signe à la fois d'une force et d'une fragilité du SCOT. C'est cette idée que la situation politique empêche le SCOT d'aller vraiment au fond de ce qu'il devrait ou pourrait faire. Un élu qui nous portait a été battu aux élections et là on est en difficulté. Ou au contraire, la nouvelle configuration
nous permet de tirer parti d'un élu qui nous porte vraiment, qui est une fine lame, un marginal séquent qui sait vendre du SCOT dans la politique générale et qui sait vous informer, qui sait vous infuser de ce que c'est que la politique générale pour votre SCOT. Alors il y a des situations qui sont évidemment apparemment inextricables, hein, quand on parle du SCOT de Lens qui contient Hénin-Beaumont, quand on parle du SCOT de Béziers et qu'on évoque la question du PLUI, des rapports entre échelles, etc., on sent bien qu'on ne parle pas de la même chose que d'autres SCOT en France. Donc il y a effectivement, alors j'ai trouvé très intéressant, mais vous aussi sans doute, et c'est mon côté lacanien sans doute aussi, la suppression du bassin de la Haine en Wallonie. Bon, c'est extraordinaire. À la limite, on pourrait en avoir fait, au contraire, un étendard. Bon, on a préféré supprimer le bassin de la Haine. Il n'est pas, en tout cas métaphoriquement, toujours supprimé en France. Mais est-ce que ça constitue de la politique autrement? Est-ce que le SCOT fait de la politique autrement? Je serais tenté de vous dire non. Vous ne faites pas de la politique autrement. D'une part parce que quand je dis que vous bénéficiez parfois d'élus porteurs, vous êtes complètement c'est joli ça, dans la politique habituelle, et que finalement la politique habituelle, elle a son rythme, et j'y reviendrai, elle a ses raisons, et ces raisons peuvent vous avantager. Donc vous n'êtes pas complètement détourné de la politique politicienne. Mais vous ne faites pas non plus de la politique autrement, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la politique ? La politique dans le temps, c'est des périodes de conflictualisation, parce qu'il faut bien s'identifier, c'est important de s'identifier, et le conflit sert à s'identifier politiquement, mais ça ne dure pas. Ça dure le temps d'une campagne élargie. Et après la campagne, on est dans une logique tout à fait différente, qui n'a pas bonne presse en France, qui a bonne presse en Espagne, et qui s'appelle le compromis. Le compromis en espagnol, ça se traduit par engagement en France. Et l'engagement au-delà de ce que on doit à ses adhérents. L'engagement auprès de ceux qu'on représente. Et évidemment, la période de compromis, qui dure beaucoup plus longtemps dans un mandat que la période de conflit, c'est là que se construit le bien commun, c'est là que finalement la politique, elle est assez en phase avec ce que cultive le SCOT. Elle cultive le compromis. Et je voudrais citer Christian Calvez hier, qui a dit, attention, il n'y a rien de pire que pour un SCOT que d'être consensuel. Si un SCOT est consensuel, il y a de fortes chances pour qu'il soit mou et pour qu'il soit creux. Donc le compromis, c'est l'intelligence collective consciente du rapport de force. Ça n'est pas le consensus mou. Alors il peut montrer les biscottos. Il a besoin, le SCOT, d'être présent dans les tournois électoraux, à sa place, évidemment. Ça a été dit, je crois que c'est Bruno Lecomte qui l'a dit, on n'a jamais vu de SCOT se présenter aux élections. Il a raison. Mais à sa place, le SCOT est concerné par les tournois électoraux, et il y a cette dimension-là qui affleure de toutes parts. Quelle est la nature du pouvoir dont on parle en SCOT? C'est là que on a opposé le hard power et le soft power. Ça a fait grincer des dents. Le pouvoir du hard, c'est le pouvoir par plus de capacité. Le pouvoir du soft, c'est le pouvoir par plus d'amour. Donc je vais vous parler d'amour. Avec une parenthèse théologique, je vais citer Duns Scott, théologien écossais du XIVe siècle, qui s'interrogeait sur les raisons de la chute de Lucifer. Pourquoi Lucifer est-il tombé? Il est tombé par amour immodéré de lui-même. Un amour immodéré de soi-même peut résulter de trois causes. Premièrement, on recherche le bonheur avec trop d'impétuosité. Deuxièmement, on le recherche avec trop d'impatience.
Troisièmement, on le recherche avec de mauvais moyens, sans en avoir mérité la substance. Et finalement, ça nous alerte sur le fait que pour mériter l'amour, il faut savoir aussi quel amour on veut, à quel amour on prétend. Et c'est là que se place, à mon avis, la théorie du récit. Il y a une question qui a été posée qui n'a pas obtenu de réponse. Cette question est, mais est-ce qu'il y a des acteurs? Vous me parlez, Monsieur Faure, là, vous me parlez de récit, d'accord, bon, ok, c'est joli sur le papier, mais est-ce qu'il y a des acteurs dont on peut dire que d'un point de vue faible où ils étaient, ils ont réussi par le récit à l'emporter? Ah, ce serait intéressant ça. Moi j'en ai un acteur collectif, c'est l'acteur culturel. Voilà un acteur qui est dominé dans le champ, les compétences qui le concernent sont optionnelles, la progression des finances du secteur culturel est incomparable depuis 20 ans, 30 ans, et on peut dire avec certitude que les acteurs culturels sont parvenus à ce prodige, notamment par le récit, parce qu'ils ont su proposer des valeurs universelles dans un récit qui fait de la culture un élément, un levier clé de la démocratie, avec ses héros, Jack Lang et plus sûrement André Malraux, surtout pour les élus de droite. Hein, mais ça marche pour les élus de droite, Malraux, encore aujourd'hui, c'est étonnant. Hein. On est dans un récit, c'est-à-dire que l'acteur culturel, mais n'importe quel acteur culturel, au prix d'une certaine indécence parfois, quand on regarde les bulletins de paye, l'acteur culturel a réussi ce prodige de promouvoir son intérêt personnel en intérêt général. Et à interdire à tout pouvoir en France, pas ailleurs, pas forcément ailleurs, pas en Espagne par exemple, promouvoir sa vision des choses qui est une vision historique. Donc le récit nourrit effectivement la stratégie. Alors il faut faire attention, si j'ai le temps, je ne sais pas du tout de combien de temps je dispose encore, mais je vais vous raconter une petite anecdote pour dire attention à ne pas chercher à se faire aimer avec trop d'empressement. Donc, rappelons la leçon de Scott. Je parle de la question du poids de la culture à Turin. Il y a des économistes qui ont été convoqués par l'adjoint au maire de la culture de Turin pour essayer de valoriser l'importance de la culture dans le développement de Turin. Alors, les chercheurs en sciences économiques, persuadés du bien fondé de cette idée, sont allés chercher, mais alors dans tous les recoins possibles du calcul économique, le poids de la culture à Turin. Alors on a fait du différentiel de patrimoine dans les lieux patrimoniaux rénovés ou pas, on a compté y compris les dépenses des Turinois qui allaient au spectacle alors qu'ils habitaient sur place et que donc normalement le flux économique, il était déjà sur place, il n'y avait pas de retombée. Mais là on calcule une retombée parce qu'ils auraient très bien pu aller ailleurs et qu'ils sont restés à Turin justement parce que c'était formidable, etc. On arrive à un multiplicateur d'économie et donc de rentabilité de la culture époustouflant. Alors donc, réunion à Turin, et puis un de mes collègues italiens de l'Observatoire culturel de la culture à Turin, avec son accent inimitable, a dit « si la culture a une importance aussi grande, on se demande pourquoi la mafia continue d'investir dans la prostitution, la drogue et les casinos. » Donc, il y a quand même une limite à la justification de l'amour qu'on doit vous porter. Alors la solution, je pense que c'est Laetitia Delorme qui l'a donnée, c'est le sweet power. C'est plus le hard power, c'est plus le soft power, c'est le sweet power, c'est-à-dire le Scott Barbapapa. C'est ni dur, ni mou, ça a une amplitude variable. C'est donc la théorie du Scott plastique, hein, le Scott plastique, qui pose une question de démocratie. Alors, quel est le modèle de démocratie du Scott? Très intéressant et parfaitement respectable, le Scott fonctionne plutôt sur un modèle dit de souveraineté partagée. Jusqu'à un certain point, différemment selon les endroits, sans doute différents au sud qu'au nord,
et au sud méditerranéen par rapport au sud-ouest. Bon, d'accord. Souveraineté partagée. À contre-courant d'une des maladies de la démocratie française, c'est sa tendance à la présidentialisation. Partout. C'est un modèle de rationalité négociée, multi-acteurs, et c'est un modèle de politique délibérative et de consultation. Ça, c'est le SCOT. Je trouve que vous n'y croyez pas assez. Vous n'y croyez pas assez, et la table ronde de ce matin était particulièrement éclairante. Ce qu'on sait des acteurs privés territoriaux, c'est qu'ils font de la politique à fond la caisse, en fait. Ça a été plus ou moins dit ce matin, avec évidemment toutes les réserves qu'implique le non-dévoilement des stratégies pures ou des tactiques. Mais en gros, on le sait chacun. On le sait aussi parce que dans ces structures, il y a des gens qui font de la politique politicienne. Et je trouve que finalement, dans l'interrelation de ce que certains ont appelé la convergence, la compromission, la collusion, la coopération, eh bien, les SCOT font beaucoup moins de pas vers ce que sont ces logiques privées. Et il y a peut-être là un sujet, me semble-t-il, un sujet de futures réunions nationales sur comment est-ce qu'on fait pour enrôler le privé dans des logiques de SCOT. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter l'intérêt général? Après l'homme augmenté, l'intérêt général augmenté, il passe par cette démocratie des intérêts privés. Il passe par la manière d'enrôler les intérêts privés dans des logiques d'intérêt général territorialisées. L'autre acteur dont on a parlé, mais en fait, à vrai dire très peu, on en a parlé comme d'un enfant qu'on a encore oublié d'aller chercher à l'école, c'est le citoyen. Alors là, j'avoue que j'ai un doute, et je pense que ça peut être aussi un objet d'une rencontre nationale sur le SCOT augmenté. C'est la question de la citoyenneté, parce que, bon, bien sûr, ça a été dit ce matin, très, très intéressante la différence entre le citoyen et l'habitant. Hein. On peut dire que l'habitant est le destinataire muet du SCOT. Bon, c'est la gloire du SCOT aussi, c'est pas non plus... bon. On peut dire aussi que le citoyen, via des institutions représentatives, des associations, etc., on sait bien ce que c'est, on sait bien quelles sont les difficultés de considérer avec un minimum de bonne foi et de lucidité le degré de représentativité de ces citoyens représentés et le degré de manipulation, d'instrumentalisation, de détournement, mineur ou majeur, de ces citoyens, de ces procédures de participation. Donc moi, là, il y a un chantier. Je ne peux pas dire que c'est un chantier qu'il faut écarter. Je ne peux pas dire non plus que j'ai des certitudes à ce sujet. Et le rapport Faure-Vanier en est d'ailleurs l'illustration parfaitement claire. Le changement. Bon, le changement, c'est barbant, naturellement, pour revenir à Barba-Papa. Hein. Parfois, l'âge 2 glace. Je vous remercie. Mais le président Heinrich, dans sa grande sagesse, a dit aussi que le changement, c'est ce qui nous fait progresser, nous remettre en question, nous remettre au centre des choses. Alors, je voudrais, à propos du changement, rapidement vous parler de la théorie du changement de mes chers collègues politologues, qui disent que finalement, le changement dans l'action publique, alors, sauf si on se satisfait de « mais ça va petit à petit, on s'y fait, on apprend les règles, on apprend à se connaître, puis tout ça progresse petit à petit ». Bon, non, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Mes chers collègues disent, finalement, il y a 3 courants. Les solutions, le SCOT. Le SCOT, c'est les solutions. Les problèmes qui se défilent en général par rapport au SCOT. Hein. Ils rusent, ils louvoient,
ils s'écartent, mais les problèmes, ils sont là toujours, ils ont leur propre routine. Et puis la vie politique. Et la vie politique, elle a ses routines, etc. Généralement, donc, il y a 3 courants qui sont séparés. Et puis il y a des moments où, paf, une rupture, une accélération, quelque chose qui change, et d'un seul coup, tout change. Tout peut changer, tout peut changer. Il y a une fenêtre d'opportunité. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui peut changer? Une élection, naturellement, pour un SCOT, c'est fondamental. Mais plus généralement, une réforme territoriale, là, tout ce dont on a parlé, c'est ce changement-là. Donc on est en plein aujourd'hui dans cette fenêtre d'opportunité. Donc, il y a, me semble-t-il, et ça a été dit, alors je ne rentre pas dans les détails naturellement, mais sur la question des rapports entre SRADET et SCOT, on le voit, ça a été dit très nettement, c'est très clair. Il y a là une fenêtre d'opportunité sur l'articulation entre ces deux instruments. Il y a des doutes, il y a des dilemmes stratégiques, institutionnalisation, pas institutionnalisation, rapprochement avec les périmètres intercommunaux, ou au contraire appui sur plusieurs périmètres de manière à rester distincte. Il y a en tout cas un étonnement considérable pour moi, c'est que personne n'a parlé de l'élément qui est en train de bouleverser aussi la donne, c'est la question départementale. Personne n'a parlé des départements. Je vous rappelle quand même que la participation aux élections départementales a été supérieure à la participation aux élections régionales. Bon. Donc là, il y a peut-être un point, c'est peut-être un os, une épine, un petit caillou. Il y a une question en tout cas, une question à poser sur le destin des SCOT dans la perspective de soit la disparition des départements, soit le maintien sectorisé, localisé de certains départements. Enfin bref, il y a un enjeu considérable. Alors, le changement, est-ce qu'il y a changement? Donc l'hypothèse de Vanier-Faure, c'est qu'il y a changement. C'est-à-dire qu'on est en situation de changement de paradigme. Changement de paradigme. Alors ce serait quoi le changement de paradigme? Bon, celui auquel on pense, mais il a déjà eu lieu. Donc c'est celui qui va, disons, du gouvernement à la gouvernance, hein, qui va de l'action unilatérale à la concertation. De manière assez intéressante, il y a un intervenant de l'Arajois qui a pris la parole tout à l'heure. La rue Robespierre à Arras se poursuit par la rue de la gouvernance. Véridique? Étonnant? Je crois qu'elle est à sens unique. Alors, est-ce qu'il y a changement de paradigme? Moi, je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas été convaincu par ce que vous avez dit sur la notion de changement de paradigme. Un paradigme, c'est une vision globale du monde. Ce n'est pas simplement les instruments qui changent, c'est la manière de voir les choses, et puis c'est la manière d'être soi-même par rapport à cette nouvelle façon de voir les choses. Est-ce que vous voyez les choses autrement? Non. Non. Vous voyez les choses toujours avec... alors, vous accordez toujours le même prix à densité, compacité, mixité, proximité. Je suis désolé, je n'ai pas entendu de vrais discours de rupture par rapport à ça. Et c'est peut-être souhaitable. Est-ce qu'il faut, alors que les SCOT, vous dites tous qu'ils sont inachevés, pas totalement opérationnels, pas partout répandus en France, est-ce qu'il faut changer de paradigme alors qu'on n'a pas encore atteint les objectifs du premier? Moi, je ne suis pas persuadé. Hein, alors sans doute faut-il une pause dans les changements structurels, etc. Ça, d'accord, c'est pas du tout la même chose. Sans doute faut-il réfléchir à la relation que vous avez dans les SCOT entre la dimension réglementaire et la dimension de projet. J'ai trouvé ce débat très intéressant parce qu'il oppose 3 figures au fond. Le cumulatif, c'est-à-dire c'est parce qu'on a un pouvoir réglementaire qu'on peut élaborer des projets avec une certaine crédibilité. Le côté alternatif, si on va trop dans le réglementaire, on se tue sur la perspective de projet. Le successif, on était dans le réglementaire, on va vers le projet.
Et là, surprise, alors ça, j'ai trouvé ça mais vraiment super intéressant. Vous aviez la boussole, hein, et puis ce qu'a suscité cette boussole est vraiment passionnant. C'est-à-dire que dans le logiciel de base de Faure-et-Vanier, il y avait une vision finalement assez progressiste, déterministe, historiquement linéaire. Normal. On n'aurait pas dû l'inviter. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Il y a cette notion de progrès, etc. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais vous avez dit, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans la même séquence, il peut y avoir un aller-retour. Et puis un aller-retour qui n'est pas une régression. Ah, intéressant. La trajectoire, elle n'est pas du sud-ouest de la boussole au nord-est. Pas forcément. On peut dire qu'elle a de la qualité. Certains le disent, pas tous. Et ceux qui disent que ça n'a pas forcément une qualité irrésistible ne sont pas forcément des arriérés. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, tout à fait intéressant. Mais ça pose la question des différences. Et c'est par là que je vais conclure mon propos. Autre thèse Faure-Vanier, nous sommes en situation de différenciation croissante. Bon, en apparence, oui, en effet. Les acteurs sont différemment positionnés, les périmètres sont différents, l'intensité de la coopération est différente. En plus, la généralisation des SCOT va produire des différences encore plus importantes parce que bon, ceux qui y sont allés volontairement, ils apprennent les uns les autres parce qu'ils ont la volonté de s'inspirer des meilleurs élèves. Mais ceux qui sont forcés, contraints à faire un SCOT presque contre leur vœu, bon, c'est comme les politiques culturelles optionnelles des intercommunalités. Si vous infligez une imposition de compétences culturelles à quelqu'un qui n'en veut pas, bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les causes que vous présentez comme les causes de ces différences. Et finalement, je trouve qu'elles sont beaucoup plus subjectives qu'objectives. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous n'avez pratiquement pas utilisé la notion de ici, c'est telle culture, et donc voilà, c'est comme ça. Bon. Pourtant, si on fait la différence entre Toulouse et Montpellier, qui sont désormais deux métropoles d'une même région, on a deux façons de faire de la politique, mais radicalement différentes, pour ce qu'on peut appeler des cultures politiques. Il y en a qui se légitiment par le conflit, et d'autres qui se légitiment par le compromis. Hein, c'est le radical cassoulet d'un côté, et c'est le fort en thème, en gueule d'ailleurs, mais en thème aussi, de l'autre. Et c'est pas du tout la même chose. Bon, mais admettons, et c'est pas tellement sur des notions de culture ou sur des objets que vous avez posé les différences, c'est plutôt sur les acteurs, la volonté, la question de la confiance. Et ça, c'est tout à fait intéressant. J'aimerais quand même attirer votre attention sur une chose. Si on fait un détour espagnol et qu'on va en Catalogne, donc, même si vous ne connaissez pas la Catalogne, il y a au moins un truc que vous savez, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment un processus de différenciation entre la Catalogne et l'Espagne qui est brutal. Est-ce que ça veut dire que la Catalogne se différencie de l'Espagne de plus en plus? Pas du tout. C'est le contraire. Tous les indicateurs montrent que la société catalane est de plus en plus espagnole. C'est au moment où elle est de plus en plus espagnole, où elle lit de plus en plus les journaux espagnols, où elle est de plus en plus dans des logiques Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao, Séville et Amérique latine dans une logique espagnole, que la Catalogne cherche à se détacher de l'Espagne. Et que l'Espagne, d'ailleurs, utilise cette volonté de se détacher de l'Espagne à son propre profit dans le gouvernement actuel. Donc, il faut faire attention à l'analyse des formes de différenciation qui sont parfaitement compatibles et qui sont presque des modalités de la standardisation. Finalement, vous partagez des valeurs communes
Ce qui fait que vous observez des différences, c'est parce que vous êtes assez proches les uns des autres. Et ça, on ne l'aurait pas dit dans la France territoriale des années 80. Il y a eu tout un travail, tout un processus, la fonction publique territoriale, la nationalisation de la vie politique, plein de choses qui sont intervenues, les mobilités naturellement, qui font que la différenciation territoriale, elle est certes visible, mais il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Et surtout, il faut aller poser la question d'après. Qu'est-ce qu'on fait de ces différences? Est-ce que ces différences sont légitimes? Est-ce qu'elles sont acceptables? Et c'est là que vous êtes John Rawls, le philosophe américain qui pose la question, non pas de la différenciation, mais de l'inégalité, mais pour moi c'est pareil. À quelles conditions les inégalités sont-elles acceptables? Et il dit, et c'est votre programme, les inégalités sont acceptables à partir du moment où elles bénéficient aux moins avantagés. La différenciation positive, elle l'est à partir du moment où on peut estimer que cette différenciation est au service des moins avantagés. Sinon, elle pose des problèmes politiques insolubles que le non-choix territorial français règle de la pire des manières aujourd'hui. Je vous remercie. Comment veux-tu que j'ajoute quelque chose, hein? Il s'est tu longtemps, mais alors... Merci beaucoup, Emmanuel Desgriers.